Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale de ce mardi. Contentieux international, revers judiciaire pour DP World devant la Cour d'arbitrage internationale de Londres. Santé publique et information, les journalistes de la RTD formés à la couverture de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Et au Proche-Orient, Donald Trump propose un plan de cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités à Gaza. Et nous ouvrons cette édition par un message de félicitations du président de la République à son homologue chinois à l'occasion de la fête nationale de la Chine. Dans un télégramme adressé au président Xi Jinping, Ismaël Omar Guelleh a exprimé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au peuple chinois, saluant la Chine comme une superpuissance technologique et un acteur clé du développement mondial. Le chef de l'État s'est également félicité du renforcement constant des relations entre Djibouti et la Chine, qualifiant cette coopération de modèle exemplaire entre deux nations aux dimensions contrastées. Une relation désormais portée au rang de partenariat stratégique global avec de retombées positives sur tous les secteurs d'activité. À la une également, le gouvernement djiboutien salue les efforts déployés par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, en vue d'instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de jeter les bases d'une paix juste et durable dans la région. Tout en exprimant son appréciation pour ces initiatives, Djibouti réaffirme son soutien total à toute proposition visant à mettre fin au conflit, à faciliter la reconstruction de Gaza, à prévenir le déplacement du peuple palestinien et à préserver l'intégrité de la Cisjordanie tout en la protégeant des risques d'annexion. Djibouti réitère également son attachement à un règlement pacifique global, garantissant un accès humanitaire sans entrave, la mise en place de dispositifs de sécurité fiables et équilibrés, ainsi que le lancement d'un processus de reconstruction durable à Gaza dans le respect du droit international et du principe de la solution à deux États. Cette vision permettrait l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec l'État d'Israël dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle. Djibouti reste convaincu qu'une paix juste, globale et durable entre les peuples palestiniens et israéliens est indispensable à la stabilité, à la prospérité et au développement de l'ensemble de la région. Djibouti réaffirme sa disponibilité à soutenir activement tous les efforts internationaux sincères visant à atteindre cet noble objectif. Et nous poursuivons ce journal avec ce revers judiciaire de DP World devant la Cour d'arbitrage internationale de Londres. La République de Djibouti se félicite de la sentence arbitrale rendue hier par la Cour d'arbitrage internationale de Londres. Cette décision, qui n'est pas susceptible de recours, constitue une victoire particulièrement significative pour la République de Djibouti et pour la société Port de Djibouti, dans le différend qui les oppose à la société DP World. Dans cette procédure, DP World réclamait abusivement à PDSA des dommages et intérêts de près d'1 milliard de dollars qui auraient été liés donc à la résiliation par la République de Djibouti de la concession du terminal à conteneurs de Doralé en février 2018. Le juge arbitral a confirmé que la société PDSA, entité de droit privé, n'avait aucun lien avec la fin de cette concession. Cette résiliation relevait d'une décision souveraine de la République de Djibouti et PDSA n'était pas responsable des pertes invoquées par DP World. La demande de DP World a donc été jugée infondée et intégralement rejetée. Le tribunal a par ailleurs condamné DP World à assumer l'intégralité des frais d'arbitrage et a condamné cette dernière à rembourser les frais de défense de PDSA, donc à 1,85 million de dollars.
Cette décision réaffirme une nouvelle fois les droits légitimes de la République de Djibouti. Elle met en échec la stratégie de recours abusif aux tribunaux et de pression médiatique engagée par DP World à l'encontre de l'État djiboutien et des sociétés opérant dans le secteur portuaire national. Le gouvernement djiboutien réaffirme sa position maintes fois réitérée. Seul un accord direct entre la société DP World et la République de Djibouti qui garantira les intérêts communs, mais aussi la souveraineté de la nation sur ses infrastructures stratégiques, permettra de clore le conflit commercial donc avec DP World. Et sur la scène diplomatique, Djibouti plaide pour un monde plus solidaire et résilient à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. À la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le représentant permanent de Djibouti, Mohamed Ziad Douale, a dressé le portrait contrasté d'un monde ébranlé par les crises, mais encore capable, selon lui, de se réinventer à travers un multilatéralisme rénové. Au seuil du 80e anniversaire de la Charte, il a rappelé les pages lumineuses écrites par l'organisation, la décolonisation, la promotion des droits humains, la lutte contre la pauvreté ou encore la régulation des pandémies. Mais le constat est sévère. L'ONU engluée donc dans les blocages du Conseil de sécurité et minée par l'usage systématique du veto risque de n'être plus qu'un théâtre symbolique. Soucieux de son image, mais incapable de réformer son cœur institutionnel, pour la République de Djibouti, l'avenir se joue dans l'actualisation de l'agenda commun et du pacte pour l'avenir, l'intelligence artificielle au service du bien commun, l'égalité de genre, le droit des jeunes et des générations futures, gouvernance mondiale répensée. L'ambassadeur a évoqué donc les foyers de guerre qui embrassent donc la planète. Ukraine, Sahel, Soudan, mais c'est sur Gaza que le ton s'est fait le plus accusateur. Des enfants assassinés quotidiennement dans l'impunité, une famille brandie comme arme de guerre, un génocide dénoncé dans un rapport onusien de septembre. À ses yeux, Israël viole méthodiquement les normes internationales et travaille à enterrer l'idée même d'un État palestinien viable. Djibouti réaffirme donc ici avec constance que la solution à deux États est la seule issue durable, un horizon donc que la communauté internationale ne peut abandonner à l'usure du temps. Sa conclusion fut solennelle. L'Afrique doit obtenir la place qui lui revient au Conseil de sécurité pour corriger une injustice historique et donner aux nations du Sud une voix réelle dans la gouvernance mondiale. L'ONU est plus essentielle que jamais à marteler le représentant de l'ONU à Djibouti, mais elle doit se sauver dans l'immobilisme qui la guette. Autre sujet, à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, accompagné du directeur général de la radiodiffusion télévision de Djibouti, a présidé aujourd'hui une session de formation réunissant plus d'une quinzaine de journalistes de la RTD. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et l'introduction prochaine du vaccin contre le papillomavirus humain. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des hauts responsables de la RTD ainsi que des cadres du ministère de la Santé, témoignant de l'engagement institutionnel en faveur de la santé publique et de la mobilisation médiatique. Au cours de la formation, plusieurs présentations ont été faites par des experts du secteur, portant notamment sur la situation épidémiologique actuelle du cancer du col de l'utérus à Djibouti, les enjeux de santé publique liés à cette pathologie, la justification scientifique et stratégique de l'introduction du vaccin HPV dans le calendrier vaccinal national. Cette formation donc vise à renforcer les capacités des professionnels des médias afin qu'ils puissent relayer avec rigueur et sensibilité les messages de prévention et d'information auprès de la population. Prenant la parole à l'ouverture de cette formation, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdijama, a réaffirmé l'engagement de l'audiovisuel public à accompagner les grandes campagnes de santé nationale. On écoute. De trouver autour de cette table les professionnels de la RTD pour assister à cette formation dédiée aux journalistes de la RTD
afin d'augmenter leur capacité, leur connaissance au terme de référence de cet atelier qui est le cancer du col de l'utérus. Un sujet hautement important à travers de ces diapos déjà que nous avons constaté tout à l'heure, d'où la nécessité de mobiliser les journalistes, les animateurs et les professionnels du métier afin d'acquérir les savoirs et les savoir-faire autour de ces sujets assez importants, prévenir nos sœurs et nos parents à travers d'un message adapté sous forme des émissions, sous forme de reportages, sous forme des spots de sensibilisation pour qu'on puisse leur sensibiliser, leur protéger et attirer leur attention à ces dangers. Je vous invite à tirer le meilleur à cette formation. La RTD restera toujours aux côtés du ministère de la Santé pour accompagner toutes les campagnes de sensibilisation qui a un intérêt vraiment national. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, a souligné l'importance d'une communication claire et ciblée pour faire reculer le cancer de col de l'utérus à Djibouti. On écoute le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est un partenaire très important pour nous, pour véhiculer, pour transmettre les messages, pour aider la population à comprendre les problèmes de santé qui se posent dans notre pays. Aujourd'hui, on parle du cancer du col de l'utérus. Le cancer du corps de l'utérus demeure un problème de santé publique pour les femmes. Nous l'avons vu dans les présentations. Il y a un nombre important de cas diagnostiqués chaque année du cancer du col de l'utérus. Vous l'avez vu, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein arrivent en premier et font des ravages dans la population, en particulier chez les femmes. Et le ministère de la Santé a pris ce sujet en main pour trouver des solutions. Le pays réfléchit aussi sur ce sujet pour construire un centre de prise en charge de cancérologie qui va voir le jour dans quelques années. Les études sont faites. Mais dans l'immédiat, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de faire de la prévention, de vacciner nos filles et nos futures femmes contre cette maladie qui est évitable par l'introduction du vaccin HPV. Ça fait presque une année que nous sommes dans ce processus d'introduction du vaccin HPV parce qu'il y a plusieurs étapes à mener. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons mobilisé tous les moyens pour mener une campagne de vaccination, dans un premier temps, qui va toucher les filles de 9 à 13 ans. Un autre fait marquant de cette journée de mardi 30 septembre, l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a porté secours aujourd'hui à 18 rescapés du navire Minerva Grach, bâton pavillon néerlandais, victime d'une attaque en mer dans le golfe d'Aden, parti de Durban et en transit par le port polyvalent de Doralé. Le navire devait rejoindre Jebel Ali avec à son bord plus de 1000 tonnes de cargaison, dont des véhicules, remorques et conteneurs. Le naufrage a fait 3 blessés, mais aucune perte humaine n'est à déplorer, heureusement. Cette intervention rapide souligne le rôle stratégique de Djibouti dans la sécurité maritime régionale sur l'un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde.
Bateau en pavillon néerlandais victime d'une attaque en mer dans le golfe d'Aden avait à son bord plus de 1000 tonnes de cargaison et cette intervention donc est survenue aujourd'hui par Djibouti. À l'occasion des élections générales aux Seychelles, tenues du 25 à l'occasion des élections présidentielles aux Seychelles, tenues du 25 au 27 septembre 2025, l'Organisation internationale de la francophonie a envoyé une mission d'observation électorale à l'invitation de la commission électorale du pays, conduite par l'ancien ambassadeur de France, André Apparent. Cette mission donc regroupait plusieurs experts francophones, dont la députée djiboutienne Ilaï Ismaël Guedi, députée djiboutienne et représentante de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La Direction générale de la scolarisation a procédé aujourd'hui au centre de formation pour l'éducation nationale au lancement officiel des formations du programme L'école pour tous, en présence de sa directrice générale, appuyée par l'expertise technique de la GEK. Ce programme vise à renforcer la qualité de l'enseignement à travers une gouvernance scolaire participative et un engagement accru des communautés locales. Parmi les piliers de ce programme, la mise en place de comités de gestion des écoles dans toutes les écoles primaires publiques, le renforcement du suivi grâce à des fédérations et forums d'échange, ainsi que des activités pilotes en mathématiques développées avec les communautés. Des sessions de formation de 3 jours sont actuellement en cours pour les conseillers pédagogiques qui auront pour mission d'accompagner les directeurs et les CGE dans la réalisation de projets scolaires durables. Un second volet de formation ciblera directement les directeurs d'école, une mobilisation donc collective pour bâtir une école plus inclusive, participative et axée sur la réussite de chaque élève. Et nous avons recueilli quelques réactions. Voici une. Cette formation de ce GE à la région d'Ali Sabié, nous l'avons fait il y a 3 ans de cela. Nous avons été formés par Madame Aki-san de la JICA. Et puis, nous avons formé à notre tour les directeurs d'école, les parents d'élèves. Et à partir de là, nous avons mis en place des comités de gestion fonctionnels. C'est-à-dire les membres du comité de gestion de toutes les écoles de la région d'Ali Sabié ont été élus démocratiquement. Alors, dans les écoles du chef-lieu, mais aussi dans les écoles rurales. Alors, la création de ce GE fonctionnel a apporté beaucoup de choses aux écoles, surtout dans les zones rurales. La création de ce GE fonctionnel a conscientisé la communauté que l'école leur appartient, que l'école c'est pour eux et que l'école n'est pas pour l'État. Donc on peut dire qu'ils étaient soudés autour de leur école. Ils ont beaucoup aidé les directeurs d'école à élaborer des projets et à mettre en place ces projets, tels que plantation des arbres. Ils ont participé aussi à la création des jardins scolaires, puisque le ministère avait fourni tous les matériels, grillages, semences, et les parents ont participé à creuser la terre, à cultiver, à arroser, à produire des fruits, de légumes pour améliorer le menu de la cantine scolaire. Cette formation aujourd'hui, c'est la continuité. Nous, c'est la région des Tadjoura qui nous avait rejoints, et maintenant, comme c'est décidé d'élargir, tous les CP des régions de l'intérieur sont là, et ils seront formés durant 3 jours. Et à leur tour, ils vont relayer les contenus de cette formation aux directeurs d'école, aux enseignants, aux parents d'élèves, pour que ce GE fonctionnel s'installe dans toutes les écoles des régions de l'intérieur du pays. Toujours dans l'actualité nationale, la conférence sur la facilitation logistique pour l'intégration régionale entre Djibouti et l'Éthiopie, lancée hier en présence du ministre du Commerce, s'est poursuivie aujourd'hui avec plusieurs sessions thématiques. Les discussions ont d'abord porté sur l'harmonisation des procédures logistiques et douanières. Le directeur commercial de la DPCR a présenté des propositions concrètes pour fluidifier
les échanges et améliorer l'efficacité du corridor. La seconde session a mis l'accent sur les infrastructures logistiques, identifiant les défis à relever et les opportunités à saisir pour transformer ce secteur en levier d'intégration régionale. Des contributions riches qui confirment la volonté commune des deux pays, la République de Djibouti et l'Éthiopie, à renforcer leur coopération économique et à faire du corridor logistique un moteur de croissance partagée. Dans le cadre de ces efforts pour promouvoir un commerce équitable et transparent, le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé ce matin au marché Riyad une opération de distribution de panneaux d'affichage des prix destinés aux membres du syndicat des fruits et légumes. Ces supports ont été remis par le directeur du commerce intérieur, M. Abdi Farah, et le conseiller technique du ministre, Mahdi Ege. Objectif, garantir une meilleure information pour les consommateurs, instaurer la transparence dans les transactions commerciales et renforcer la confiance entre vendeurs et acheteurs. Cette mesure est essentielle pour préserver le pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. Le ministère rappelle que les contrôles réguliers et inopinés seront menés à l'échelle nationale pour veiller au respect strict des lois en vigueur et lutter contre toute pratique abusive. Dans sa réaction, le président du syndicat des fruits et légumes, M. Ali Ahmed Gouled, a salué cette initiative, soulignant que ces panneaux constituent donc un outil de régulation efficace contre la spéculation. De leur côté, les responsables du ministère ont fermement averti les opérateurs économiques. Toute tentative de spéculation ou de hausse injustifiée des prix sera donc sévèrement sanctionnée. Cadre de lutte contre toute spéculation, le ministère du Commerce et du Tourisme a procédé aujourd'hui à la remise de panneaux d'affichage des prix de vente des fruits et légumes au président du syndicat des fruits et légumes. Ces panneaux d'affichage des prix donnent des informations claires aux consommateurs que nous sommes censés protéger, et nous exhortons aux vendeurs des fruits et légumes de respecter scrupuleusement les prix de vente de leurs produits. Le ministère du Commerce et du Tourisme veille constamment sur la protection des poches des ménages djiboutiens. Enfin, le ministère du Commerce et du Tourisme mènera des contrôles inopinés dans tous les points de vente des fruits et légumes. Le Conseil régional de Tadjoura a accueilli aujourd'hui une délégation du Conseil régional de Dikil, conduite par son président, Mahad Hussein, dans le cadre d'un atelier de partage d'expériences sur la gestion durable de la voirie et des déchets. Ce moment d'échange a réuni acteurs institutionnels, société civile, chefs de quartier, groupements de femmes, GEA, ainsi que des partenaires comme l'UNICEF et l'OIM. La ville de Dikil, citée en exemple pour sa gestion participative des déchets, inspire désormais d'autres régions. Le président du Conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, a salué l'implication des femmes dans le processus. Une femme responsabilisée est une tâche accomplie, a-t-il déclaré. Cet atelier marque une nouvelle étape vers une gouvernance locale plus inclusive et un engagement renforcé pour un environnement urbain, propre et durable. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du président du Conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein. Aujourd'hui, nous avons une rencontre d'échange et d'expérience sur la voirie urbaine. Il n'y a pas longtemps, nous avons mis en place une agence de voirie de Dikil
Et cela a été possible grâce à plusieurs partenaires, et en premier lieu le ministère de la Solidarité, avec en particulier la DDS, dont on a collaboré, et nous avons pris en partenaire la DDS parce que la DDS, elle met en pilote un vaste programme intitulé GA, les groupes d'affinité et d'entraide, qui sont dans différents quartiers. Aux côtés du conseil régional, la gestion de la voirie, si on ne l'implique pas l'ensemble de la population, on ne peut pas réussir. Donc, l'acteur principal, comme on le dit, la propriété, c'est l'affaire de tous. Donc, l'acteur principal, c'est la population. C'est pourquoi nous avons, avec la DDS, eu cette attente et cette convention avec qui on va travailler en étroite collaboration. Les femmes, nous avons chez nous 22 groupes de 15 femmes, c'est 340 femmes, et aujourd'hui c'est 340 femmes qui gèrent la voirie. C'est des gens qui connaissent leur quartier, donc ils sont responsables. Si c'est en collaboration avec cette population-là, on ne va jamais réussir. Nouvelle opération coup de poing dans la région d'Arta, la direction régionale des douanes en coordination étroite avec les éléments de l'armée Bir, basée à Al-Ouneh, a procédé à la saisie de 40 cartons de cigarettes de contrebande lors d'une intervention ciblée. La marchandise illicite a été immédiatement détruite par les autorités compétentes dans le strict respect de la réglementation. Cette opération illustre l'efficacité de la coopération entre les douanes et les forces armées, ainsi que la détermination des autorités à lutter sans relâche contre les trafics qui nuisent à l'économie nationale et mettent en danger la santé publique. Les services concernés réaffirment leur engagement total à combattre donc la contrebande sous toutes ses formes. À présent, ouvrons la page de l'actualité internationale. Donald Trump a proposé un plan de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, incluant la libération des otages, un retrait israélien progressif de Gaza et des garanties de désarmement supervisé. Israël a donné son accord, tandis que le Hamas examine encore les modalités avant de se prononcer. En parallèle, Benjamin Netanyahou a présenté des excuses officielles au Qatar après une frappe ayant causé la mort d'un agent qatari, et Doha a rappelé son attachement à sa souveraineté. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU, les pays en développement ont dénoncé le non-respect des promesses climatiques des nations riches. Bien que l'objectif des 100 milliards de dollars annuels ait été officiellement atteint, ils jugent ce montant insuffisant, tardif et souvent proposé sous forme de prêts. Les pertes subies à cause des catastrophes climatiques dépassent largement les financements accordés. À l'approche de la COP30, la question du financement climatique reste au cœur des tensions nord-sud. C'est une catastrophe naturelle qui frappe durement les Philippines ces derniers jours. La tempête tropicale Bualua a fait 10 morts et 13 disparus aux Philippines, provoquant d'importants dégâts. Plus de 400 000 personnes ont été évacuées en raison des inondations et glissements de terrain. Les secours sont toujours mobilisés pour retrouver les disparus. Les autorités promettent une aide rapide aux sinistrés alors que les pluies continuent de menacer les zones touchées. Autre catastrophe, cette fois en Indonésie, où un effondrement meurtrier a frappé une école. En Indonésie, l'effondrement d'un bâtiment scolaire dans un pensionnat islamique à Java Est a fait au moins un mort et des dizaines d'élèves portés disparus. Le drame s'est produit alors que les élèves se rassemblaient pour la prière. Les secours sont toujours donc à pied d'œuvre pour retrouver les disparus. Malgré les risques d'un nouvel effondrement, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident lié à des travaux d'agrandissement non autorisés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous.